Janvier 1998. Pendant que la France dort tranquillement, le Québec se réveille dans le noir total. Jusqu'à 3,5 millions de personnes privées d'électricité. Plus de chauffage, en plein hiver québécois, avec des températures plongeant jusqu'à moins 30 degrés. Pour certains, le calvaire durera jusqu'à 35 jours. Parce que voyez-vous, quand on a survécu à ça, on ne se prépare plus de la même manière. On ne parle pas de gadgets, on parle de survie brute, de résilience, de ce qui fait la différence entre tenir ou tomber. Et c'est là que le choc commence. Le survivalisme, au Québec et en France, ce sont deux mondes. Deux mentalités forgées par des histoires, des climats et des cultures radicalement opposées. Alors, restez bien accrochés, parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 différences entre la survie en France et au Québec. Et la dernière pourrait littéralement vous sauver la vie. Si vous voulez que cette vérité circule, donnez un boost à cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout, partagez-la. Parce que le savoir qui n'est pas transmis est un savoir perdu. Différence numéro 1. L'histoire qui forge la mentalité. Au Québec, le survivalisme n'est pas une mode venue d'Internet. C'est un héritage ancestral, un réflexe de survie transmis de génération en génération. Bien sûr, tout le monde ne se définit pas comme survivaliste, mais cette mentalité de débrouillardise imprègne une grande partie de la culture, surtout en région. Pensez-y, hein. Vos arrière-grands-parents auraient défriché la forêt boréale à moins 40 degrés Celsius. Ils ont survécu à des hivers où, franchement, le ravitaillement n'arrivait pas pendant des mois. Ou l'État? Il n'existait pas vraiment. Ou les secours? Inexistants. Résultat, la débrouillardise n'était pas une option, c'était une question de vie ou de mort. Et 1998, la crise du verglas, ce n'était pas un événement isolé, c'était un rappel brutal de cette réalité. La nature peut tout arrêter. L'électricité, le chauffage, les routes, les communications, tout. Après cette crise, des milliers de Québécois, surtout en région, ont installé un poêle à bois, acheté une génératrice et rempli leur sous-sol de conserve. Et pour beaucoup, vérifier chaque automne que tout fonctionne est devenu un rituel. En France, l'histoire récente raconte une toute autre histoire, celle d'un État-providence solide, d'une sécurité civile parmi les meilleures au monde. Tempête, les pompiers arrivent. Inondation, l'armée intervient. Blackout, rétabli en quelques heures. Le système fonctionne, et depuis des décennies. Résultat, le survivalisme français n'est pas né de l'expérience directe du danger naturel. Il est souvent né d'une méfiance envers le système lui-même. C'est plus politique, plus idéologique. Certains se préparent à un effondrement économique, d'autres à des troubles sociaux, et d'autres encore à une rupture technologique. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste radicalement différent. Et cette différence d'origine, elle explique tout le reste, les priorités, les équipements, la mentalité, les communautés. Parce qu'on ne se prépare pas de la même manière quand on a vécu la catastrophe, ou quand on l'imagine. Cette mentalité historique, elle forge les réflexes. Mais il y a un facteur encore plus brutal, encore plus immédiat, qui explique pourquoi un Québécois et un Français ne préparent pas le même sac de survie. Et ce facteur, vous le sentez sur votre peau chaque hiver. Le Québec, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. C'est presque 3 fois la France, pour 8 millions d'habitants. Faites le calcul, il y a de l'espace, beaucoup d'espace. Et surtout, il y a de la forêt, de la vraie forêt sauvage. Pas des petits bois aménagés avec des panneaux sentiers balisés, non. De la forêt où tu peux marcher pendant des jours sans croiser âme qui vive. Cette réalité change tout. Un survivaliste québécois pense forêt. Il pense chalet de chasse. Il pense territoire. Et le climat? Oh, le climat! Entre moins 30 degrés en janvier et plus 30 degrés en juillet, tu n'as pas le choix. Tu te prépares. Tu dois te préparer. Sinon, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Chaque automne, c'est le même rituel pour des centaines de milliers de Québécois. Vérifier la génératrice, empiler le bois de chauffage, s'assurer que le réservoir de propane est plein. C'est pas du survivalisme extrême, c'est du bon sens. En France, c'est l'opposé. 67 millions d'habitants sur 640 000 km². C'est dense, c'est urbanisé. Et climatiquement, c'est doux, tempéré. Résultat, le survivaliste français doit composer avec moins d'espace, plus de monde et un climat qui pardonne davantage. Son défi n'est pas la nature hostile. Son défi, c'est la densité humaine. Comment survivre quand tu es entouré de millions de personnes qui n'ont rien préparé? Et maintenant, accrochez-vous. Parce qu'il y a un objet que les Québécois ont chez eux, et que presque aucun Français ne possède. Un objet qui fait la différence entre 3 jours de survie et 3 semaines. Différence numéro 3, la culture des armes et de la chasse. On arrive sur un sujet sensible. Les armes. Au Québec, la chasse fait partie de la culture. C'est pas marginal, c'est pas extrême. C'est normal.
Chaque année, des milliers de permis de chasse sont délivrés au Québec, ce qui en fait une pratique de masse comparée à la France. Ils partent en forêt chaque automne. Ils savent dépecer un orignal, fumer du poisson, tanner une peau. Et oui, ils ont des armes à feu, des carabines de chasse. C'est légal, encadré, et surtout, c'est utile. Pas pour se défendre contre des zombies, pour se nourrir. Cette compétence change tout, dans une optique survivaliste. Parce que, franchement, savoir chasser, c'est avoir une source de protéines quasi infinie, en contexte de crise. En France, c'est totalement différent. Les lois sur les armes sont beaucoup plus strictes. La culture de la chasse existe, mais elle est plus encadrée, plus ritualisée, et surtout, elle concerne une minorité. Le survivaliste français moyen n'a pas accès aux mêmes outils. Il doit être plus créatif. Il se tourne vers les pièges, la pêche, le piégeage passif. Certains développent des compétences en plantes comestibles, en cueillette en agriculture de subsistance. C'est moins glamour qu'une carabine, mais c'est tout aussi efficace. La question n'est pas qui a raison. La question est comment ton contexte légal et culturel influence ta préparation. On a parlé matériel. Maintenant, posons une autre question qui pourrait bien diviser Français et Québécois. En cas de crise, faites-vous confiance à vos voisins? Votre réponse révèle si vous pensez québécois ou, français. Examinons ça de plus près. Différence numéro 4. L'approche communautaire versus individuelle. Quatrième différence, et elle touche quelque chose de profond, vraiment, comment on conçoit la survie collective. Au Québec, il y a une tradition ancrée de solidarité rurale, les corvées, l'entraide entre voisins. Quand un habitant construit sa grange, tout le village vient aider. C'est dans l'ADN culturel, c'est clair. Cette mentalité s'est directement transposée dans le survivalisme. Les Québécois préparent souvent en famille élargie, avec leurs voisins de chalet, ou encore avec leur club de chasse. Ce n'est pas chacun pour soi, c'est un réseau. Des groupes de chasseurs établissent des plans d'évacuation communs vers des territoires de chasse éloignés. Des familles coordonnent des caches de nourriture entre plusieurs propriétés. Des communautés rurales ont des pactes implicites. Si ça pète, on se rejoint ici. C'est collectif, c'est tribal presque. En France, l'approche est radicalement différente. Le survivalisme français a tendance à être plus solitaire, plus discret. Beaucoup de survivalistes ne révèlent pas leur préparation, même à leurs proches. Pourquoi cette différence? Plusieurs facteurs. La densité de population. En France, vous avez rarement un territoire isolé à vous. La culture de la méfiance, une histoire marquée par des périodes de dénonciation et de pillage. L'individualisme plus marqué dans certaines sphères de la société française. Résultat, les BAD, c'est-à-dire les bases autonomes durables françaises, sont souvent des projets secrets, cachés, protégés. On ne dit pas où, on ne dit pas combien, on ne dit pas avec qui. C'est ça la mentalité du survivaliste français. Par ailleurs, votre réseau peut s'effondrer. Votre équipement peut tomber en panne. Mais il reste une ressource indestructible. Une ressource que personne ne peut vous voler. Et entre Québec et France, elle n'a pas la même valeur. Voyons cela dans la différence 5. Parlons concret, parlons ressources. Au Québec, l'eau est partout. Des lacs, des rivières, des sources naturelles. Tu peux littéralement creuser un puits dans ton terrain et avoir de l'eau potable après filtration. Le bois de chauffage? Il suffit de sortir avec une tronçonneuse. La nourriture? La forêt regorge de gibier, de poissons, de plantes comestibles. Cette abondance change la donne. Le survivaliste québécois ne stocke pas 10 ans de nourriture. Il développe des compétences pour produire de la nourriture. Nuance énorme. Son camp de base, c'est souvent un chalet au bord d'un lac, avec une réserve de bois, un jardin, et un accès direct à la nature. En France, c'est plus compliqué. L'eau est accessible, mais les cours d'eau sont souvent pollués. La forêt est morcelée, souvent privée ou très réglementée. Tu ne peux pas juste partir en forêt et t'installer. Le survivaliste français doit donc être plus technique, plus scientifique. Il investit dans des systèmes de filtration avancés, dans des cultures en permaculture, sur petits espaces, dans des systèmes de récupération d'eau de pluie. C'est l'histoire du renard dans la fable. Quand tu as moins de ressources, tu dois être plus avisé. Et franchement, les survivalistes français sont impressionnants dans leur capacité à faire beaucoup avec peu. Maintenant la vraie question. Vous êtes survivaliste ou vous êtes bushcrafter? Vous pensez que c'est la même chose? Erreur. Et cette confusion explique la grosse différence entre Québec et France. Différence numéro 6. La mentalité bushcraft versus prepper. Alors, creusons un peu plus profond dans la philosophie. Le survivaliste québécois, c'est souvent un bushcrafter. Sa philosophie, c'est moins d'équipement, mais plus de compétences. Il sait construire un abri avec 3 branches et une bâche. Il sait allumer un feu sans briquet. Il sait s'orienter sans GPS. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça de son père, qu'il a appris de son grand-père. Son kit de survie, il tient dans un sac à dos. Mais ses compétences, franchement, elles valent des millions. Le survivaliste français, c'est plus souvent un prepper.
Sa philosophie, c'est vraiment l'anticipation et le stockage. Il a des listes Excel détaillées, des rotations de stock, des calculs caloriques précis. Son sous-sol, on dirait carrément un magasin de surplus militaire. Il a pensé à tout, nourriture lyophilisée pour 2 ans, système de filtration d'eau triple étage, radio CB, panneaux solaires portables, trousse médicale digne d'un médecin de guerre. Les 2 approches sont valides. Mais, et c'est important, dans une situation de crise longue, les compétences surpassent toujours le matériel. Tu peux perdre ton sac. Tu peux être séparé de tes stocks. Mais personne ne peut te voler ce que tu sais faire. 6 différences. 6 réalités parallèles. Mais on n'a toujours pas touché à l'essentiel. À ce qui, honnêtement, fait toute la différence entre survivre et mourir. Différence numéro 7, l'attitude face à l'effondrement. 7e différence. La dernière. Et honnêtement, c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce qu'elle ne parle pas d'équipement, pas de compétences, pas de loi. Elle parle de ce qui se passe dans votre tête. Et c'est ça qui détermine si vous tiendrez ou si vous craquerez. Au Québec, le survivalisme n'est pas associé à un effondrement total de la civilisation. Il est associé à la résilience, à la capacité de traverser une crise et d'en sortir, de continuer à vivre. La philosophie québécoise tient en 2 mots, au cas où il y a une tempête, au cas où la génératrice lâche, au cas où les routes sont coupées, au cas où. Ce n'est pas apocalyptique, c'est pragmatique, presque optimiste en fait. Les Québécois ne se préparent pas à la fin du monde, ils se préparent à continuer leur vie, quoi qu'il arrive. La nuance est énorme. En France, dans une grande partie du milieu survivaliste, la vision est souvent plus sombre, plus anxiogène. Beaucoup de survivalistes français parlent d'effondrement, de collapse, de chaos social imminent, d'un point de non-retour. Attention, je ne dis pas que ces préoccupations sont infondées. Il y a des raisons légitimes de s'inquiéter. Crise énergétique, tensions sociales croissantes, fragilité du système mondialisé et dépendance technologique extrême. Mais cette différence de mentalité change tout. Parce qu'elle influence 3 choses critiques. Premièrement, votre santé mentale. Se préparer en pensant tout va s'effondrer génère une anxiété chronique. C'est épuisant psychologiquement. Deuxièmement, votre motivation à long terme. Si vous croyez que tout est foutu de toute façon, pourquoi continuer à vous préparer? Le découragement guette. Troisièmement, votre capacité d'adaptation en crise réelle. Quelqu'un qui se prépare avec espoir, je vais traverser ça, résiste mieux au stress qu'un quelqu'un convaincu que c'est la fin. Alors, se préparer avec une mentalité de résilience, c'est se donner de l'espoir, de la force, un cap. Se préparer avec une mentalité d'effondrement total, c'est risquer l'épuisement psychologique avant même que la crise n'arrive. Et dans une vraie crise qui dure, votre état mental sera aussi important que vos réserves de nourriture. Peut-être même plus important, parce qu'on peut survivre 3 semaines sans nourriture. On peut survivre 3 jours sans eau, mais on ne survit pas longtemps, sans raison d'espérer. Et c'est là que Québec et France divergent le plus profondément. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le survivalisme québécois, c'est la nature, l'espace, les compétences ancestrales et une résilience optimiste forgée par l'histoire. Le survivalisme français, c'est l'adaptation à un environnement dense, la technique, la préparation minutieuse et une conscience aiguë des fragilités du système. Qui a raison? Les deux. Et aucun des deux. Parce que le meilleur survivaliste, c'est celui qui adapte sa préparation à son contexte, à son environnement, à ses capacités. Si vous êtes en France, inspirez-vous de l'approche québécoise en développant vos compétences pratiques. Apprenez le bushcraft. Sortez en forêt. Connectez-vous avec des communautés locales. Si vous êtes au Québec, inspirez-vous de l'approche française en structurant mieux vos préparations. Faites des listes, calculez vos besoins, pensez long terme. Mais surtout, arrêtez de voir le survivalisme comme une obsession apocalyptique. Voyez-le comme une compétence de vie, comme une forme de liberté, comme la capacité de dire, quoi qu'il arrive, je serai capable de prendre soin de moi et de mes proches. Parce qu'au final, que vous soyez de Montréal ou de Marseille, de Québec ou de Quimper, vous partagez tous le même instinct fondamental, protéger ceux qu'on aime et survivre. Alors dites-moi en commentaire, vous vous reconnaissez dans quelle approche? Québécoise, française, un mix des deux, un mix? Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, laissez un boost, partagez, abonnez-vous. Parce que le savoir qui n'est pas partagé est un savoir perdu. Prenez soin de vous, préparez-vous, et surtout, gardez espoir. À la prochaine. Et comme on dit au Québec, reste solide.